Bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor, chargée des CSE chez Jury Travail et moi-même secrétaire de CSE et déléguée syndicale. Et je suis ravie de vous accueillir à cette webconférence où nous allons parler de liberté d'expression en entreprise, de devoir de confidentialité des élus et également des lanceurs d'alerte. Je suis ravie d'animer cette webconférence avec Kevin. Bonjour Kevin et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Je t'en prie, merci. Bonjour Myriam, bonjour à tous et bonjour Mylène qui nous accompagnera sur le chat aujourd'hui. Oui, merci beaucoup à Mylène, effectivement, qui vous envoie des petits messages sur le chat actuellement. Alors, quelques mots avant de commencer pour présenter Jury Travail à celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore. Donc, Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne. Nous avons fêté récemment nos 20 ans. Jury Travail, c'est une équipe de 50 juristes qui sont tous Bac plus 5, qui décryptent pour vous l'actualité juridique et qui rédigent donc pour vous des articles, mais également des dossiers et des modèles de lettres et de contrats qui vous font gagner énormément de temps au quotidien. Ce sont également des juristes qui répondent à vos questions au téléphone. Et nous sommes ravis de compter plus de 3000 abonnés qui utilisent au quotidien nos services. Donc, nous vous proposons différentes formules d'abonnement au niveau de nos accompagnements juridiques qui vous donnent la possibilité de contacter donc un juriste par téléphone qui répondra à vos questions et qui vous permettent d'accéder à l'intégralité de notre base documentaire, donc les dossiers, modèles de lettres et de contrats dont je vous parlais à l'instant. Et cet abonnement vous donne bien évidemment également accès à votre convention collective qui est toujours mise à jour et actualisée avec les derniers accords de branche. Alors, pourquoi organiser une webconférence sur la liberté d'expression des salariés et sur l'obligation de confidentialité, parce qu'en fait, l'élu CSE ou le délégué syndical joue toujours un peu les équilibristes, puisqu'il a lui aussi une liberté d'expression au sein de l'entreprise. Il a également un devoir d'informer les salariés sur ce qu'il s'y passe. Mais d'un autre côté, il doit être vigilant à l'abus de droit et il est également tenu à la confidentialité concernant certaines données et nous détaillerons tout ça avec Kevin un petit peu plus tard. Donc, au cours de cette webconférence, donc, nous évoquerons d'abord la liberté d'expression. Ensuite, nous aurons un petit vrai-faux sur la liberté d'expression et le licenciement. Et enfin, nous parlerons donc de l'obligation de confidentialité, puis des lanceurs d'alerte. Alors, comme vous en avez un petit peu l'habitude, puisque ça se fait depuis plusieurs webconférences, nous avons mis en place un petit sondage et Kevin vous donnera la réponse à la fin de la webconférence. Donc, en fait, vous avez un onglet sondage en bas à droite de votre écran où le sondage va apparaître. Là, voilà, je le publie comme ça, vous y avez accès. Donc, une salariée critiquant de manière polémique un accord d'entreprise et refusant d'appliquer cet accord d'entreprise concernant elle-même, a été licenciée. Elle conteste son licenciement, faisant valoir sa liberté d'expression. Que décide la Cour de cassation? Le licenciement a-t-il été justifié ou le licenciement est-il injustifié et invalidé par la Cour de cassation?
Donc voilà, vous avez un petit peu toute la webconférence pour répondre à ce sondage et Kevin nous éclairera sur la décision de la Cour de cassation. Si vous souhaitez poser des questions au cours de la webconférence, justement à côté de l'onglet sondage, vous avez également l'onglet questions. Et je vous invite vraiment à utiliser cet onglet pour pouvoir nous transmettre vos questions et nous essaierons avec Kevin de garder un petit peu de temps pour répondre à vos questions à la fin de la conférence. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Peux-tu nous rappeler, Kevin, ce que nous dit le Code du travail sur la liberté d'expression en entreprise ? Exactement. C'est un point assez essentiel parce que la liberté d'expression n'est pas qu'une simple liberté comme pour en avoir, c'est une liberté fondamentale. La place de la liberté d'expression à la base, elle est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Alors, quel est le rapport avec la Constitution ? C'est ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. En fait, la Constitution française ne se limite pas à la Constitution de la Ve République, mais se limite à d'autres textes de valeur constitutionnelle où est la liberté d'expression. Donc, cette liberté est fondamentale. C'est très important à toujours l'avoir à l'esprit parce que ça veut dire que toute atteinte à une liberté fondamentale entraîne forcément une sanction grave et pas une sanction plus légère qu'on pourrait avoir, comme par exemple un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors légère entre guillemets. Donc, c'est une liberté fondamentale prévue par la Constitution, reconnue constitutionnellement. On la retrouve également dans le Code du travail, à l'article L2281-1. Le Code du travail va préciser que dans toutes les entreprises, les salariés disposent d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Donc, on a un article dans le Code du travail qui va viser un petit peu la liberté d'expression et on a le droit fondamental prévu constitutionnellement qui va garantir la liberté d'expression à tout citoyen, qu'on soit dans le monde du travail ou ailleurs. Merci beaucoup, Kevin, pour ces précisions juridiques. Et chaque liberté, même fondamentale, est un petit peu cadrée également par la loi. Il y a quand même des limites à ne pas franchir. Donc, qu'est-ce que l'abus de droit à la liberté d'expression ? Exactement. La France a fait un choix qui peut être inverse à certains pays et qui peut parfois se faire poser des questions. La Constitution met en avant cette liberté fondamentale sur la liberté d'expression, mais dans la limite de la loi. Et en France, nous allons avoir une liberté d'expression qui est limitée. Ça ne nous choque pas en tant que citoyens français, mais ça peut choquer, par exemple, des citoyens américains. Par exemple, aux États-Unis, vous pouvez tenir des propos qui vont largement dépasser le cadre de notre liberté d'expression. En France, on ne peut pas tenir de propos injurieux, diffamatoires, sinon ça peut être condamné. C'est le choix qui a été fait par la société. On a une liberté, mais on ne peut pas en abuser. Et cette liberté d'expression a forcément été limitée par conséquent via ce fameux abus de droit. On a un droit fondamental, mais on ne peut pas en abuser. Et la jurisprudence, alors, c'est beaucoup la loi sur la presse de 1885, loi sur la presse qui s'applique à la presse, mais qui s'applique aussi beaucoup à l'ensemble des citoyens. Et la jurisprudence a dégagé énormément de limites à cet abus pour encadrer les choses. Et notamment dans le monde du travail, ces abus peuvent être sanctionnés par l'employeur dès lors qu'ils atteignent des limites qui auraient été franchies. Par exemple, on va prendre quelques exemples. Alors, vu que la vidéo est diffusée sur YouTube, j'ai choisi un certain nombre d'exemples plutôt soft, on va dire. L'appréciation injurieuse, par exemple, émise par un salarié dans une lettre adressée au gérant de l'entreprise à propos de son supérieur hiérarchique. Là, on a estimé qu'il n'y avait pas d'exercice normal de la liberté d'expression et donc il y avait un abus. Des propos insultants et injurieux tenus par le salarié lors d'une visite dans l'entreprise pendant son arrêt de travail en dénigrant
les services de l'entreprise et les autres membres du personnel, ça a été caractérisé en un abus de la liberté d'expression. Le fait pour un salarié de qualifier en public son directeur d'agence de nul et incompétent et les chargés de gestion de l'entreprise de bœufs, ça également, ça a été considéré comme un abus à la liberté d'expression et ça a permis une sanction. Donc, dans ces cas-là, l'employeur peut sanctionner les abus à la liberté d'expression qui peuvent être tenus par un salarié, les sanctionner, les punir, et je dirais même plus, il doit le faire. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il doit, parce que sinon, il y a des risques en termes de sécurité, il peut y avoir des risques de harcèlement, des risques en termes de sécurité qui peut engager son obligation de sécurité. Donc, la liberté d'expression, oui, mais attention à ne pas dépasser les lignes rouges. Merci beaucoup et on reviendra donc un petit peu plus tard sur d'autres exemples de jurisprudence également. Alors, pour faire le lien avec notre précédente webconférence sur les réunions du CSE qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours maintenant, un secrétaire et un président de CSE reformulant les questions des élus alors qu'il les ajoute à l'ordre du jour, viole-t-il le droit d'expression des élus? C'est une excellente question et la Cour de cassation a répondu assez récemment à cette question dans un arrêt du 4 octobre 2023. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a précisé que la retranscription fidèle des questions des élus, sans possibilité de reformulation par le président et le secrétaire, porte atteinte aux prérogatives légales de l'un comme de l'autre. Donc, l'ordre du jour est élaboré conjointement par le secrétaire et le président du CSE. Lorsque les questions leur arrivent, il est de leur prérogative de pouvoir reformuler des questions qui auraient été adressées. Cela n'est pas une entrave à la liberté d'expression. Pourquoi est-ce que la Cour de cassation a dit cela? C'est pour permettre de réorienter certaines questions dont la lecture pourrait être biaisée, pour par exemple dépassionner des débats, reformuler des questions qui pourraient être mal comprises. Ça fait donc partie de leur prérogative. Par contre, attention, ça n'est pas l'employeur seul dans son coin qui reformule, je répète, c'est l'ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire. S'il n'y a pas d'accord entre les deux, il n'y a pas d'autre solution que de saisir le juge qui, lui, tranchera ce désaccord. Merci beaucoup. Oui, effectivement, oui. En tant que secrétaire, il m'est arrivé régulièrement, effectivement, de devoir reformuler des questions pour les clarifier auprès de l'employeur qui ne comprenait pas forcément de quoi il était question avec la formulation initiale. Exactement. Alors, la liberté d'expression des salariés en entreprise doit-elle faire également l'objet de négociations régulières? Et est-ce que le CSE doit être consulté à ce sujet à défaut de présence d'organisation syndicale dans l'entreprise? Alors oui, la liberté d'expression des salariés en entreprise doit faire l'objet de négociations régulières. Ça fait partie des thématiques des négociations obligatoires. Donc, dès lors qu'il y a un délégué syndical dans l'entreprise, l'employeur doit négocier sur les modalités d'exercice du droit d'expression. C'est au niveau de la négociation sur l'égalité professionnelle, qualité de vie et conditions de travail. Donc, dès lors que... excusez-moi, il y a peut-être une petite coupure, je vois un message d'alerte. Dès lors que vous avez un délégué syndical, il doit y avoir une négociation sur ce sujet. C'est une obligation. L'employeur qui n'engage pas ces négociations est passible d'une peine d'1 an de prison et 3 750 € d'amende, sachant que l'amende, on est sur une personne morale, c'est-à-dire qu'elle est multipliée par 5. Donc, il faut négocier obligatoirement sur ce sujet. C'est tous les 3 ans. La périodicité. La périodicité, exactement. Donc, dès lors qu'il y a un délégué syndical. Si jamais il n'y a pas d'accord, pour X ou Y raison, il pourrait ne pas y avoir d'accord.
et que le délégué syndical demande à ce que une négociation soit ouverte sur ce point-là, l'employeur doit engager la négociation dans les 15 jours suivant la demande de l'organisation syndicale. Cette demande, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que ce serait assez long, l'organisation syndicale envoie la demande, l'employeur informe les autres organisations syndicales dans les 8 jours, s'il y en a évidemment de l'entreprise, et dans les 15 jours suivants, il y a cette négociation qui est ouverte. Sinon, on va être tous les 3 ans, sauf accord interne qui viendrait modifier ces délais, tous les 3 ans, on négocie de façon régulière sur cette liberté d'expression dans l'entreprise. Alors, il s'agit de négociation. Il n'y a pas d'obligation de trouver un accord. C'est une obligation de moyens et non de résultats. Donc, on est vraiment sur une négociation. Concernant le CSE est consulté sur les modalités d'exercice du droit d'expression. En plus, notamment lorsqu'il n'y a pas de représentation syndicale ou lorsqu'il n'y a pas d'accord, il y a une consultation du CSE sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés, qui sont définies par l'employeur en l'absence d'accord. Très bien, merci beaucoup. Et ça, c'est une information qui, semble-t-il, est assez peu connue parce que j'avais organisé un petit sondage sur LinkedIn à ce sujet et 80% des répondants disaient que non, il n'y avait aucune négociation concernant la liberté, concernant les négociations, régulières dans l'entreprise sur la liberté d'expression. Pour 80% des répondants, il n'y avait aucune négociation à ce sujet qui était mise en place. Donc, prenez ce sujet en main et n'hésitez pas à demander à ouvrir des négociations à ce sujet. C'est très, très important justement pour permettre aussi aux salariés d'exprimer leur ressenti. Ça permet d'éviter un certain nombre de choses qui vont être un peu trop laissées sous le tapis et qui peuvent exploser un jour. C'est très, très important ce type de négociation. Alors, nous allons passer à notre petit vrai-faux sur la liberté d'expression et le licenciement. Donc, voir rapidement quelques jurisprudences. Donc, un salarié avait adressé un mail très véhément au DRH en contestant un mode de rémunération et avait mis en copie son supérieur hiérarchique. Il a été donc licencié. Est-ce que ce licenciement a été validé par la justice ou pas? Oui. Dans cette affaire, alors c'est un arrêt du 14 avril 2016, la Cour de cassation et la Chambre sociale de la Cour de cassation a justifié le licenciement d'un salarié en rappelant les limites, ces fameuses limites liées à l'abus de la liberté d'expression, qui dans ce cas, le salarié, les juges ont estimé que le salarié, en adressant ce courriel véhément au DRH avec copie à son supérieur hiérarchique, avait dépassé les lignes rouges. Alors, c'est toujours du cas par cas, toujours des études au cas par cas dans ce genre d'affaires. Là, les propos tenus par le salarié dans cette affaire, pour en résumer quelques-uns, le salarié avait écrit dans son mail qu'il y avait un système de voleurs dans cette entreprise, de tricheurs iniques pour les salariés, qu'il y avait une volonté de l'entreprise de bafouer le droit du travail et que la société méritait mieux que ces pratiques plus que douteuses. Là, dans cette affaire, peut-être que c'était vrai, peut-être que c'était faux, c'était pas forcément le fond. Mais la façon dont les choses ont été amenées ont été jugées par la Cour comme une atteinte à la liberté d'expression, que ce soit sur de la diffamation, sur des injures. Voleur, tricheur, ça peut être considéré comme une injure. Et donc, dans ce cas, la Cour de cassation a estimé que le salarié avait dépassé le cadre de l'expression sur un simple désaccord qu'il y avait à la base et commis une faute qui a justifié son licenciement. Par contre, il y a une petite précision, il y a une requalification malgré tout en faute simple et non pas en faute grave dans cette affaire. Merci beaucoup. Alors, autre cas, on peut s'exprimer
dans l'entreprise sur son entreprise, mais de plus en plus, il arrive que les salariés s'expriment sur leur entreprise sur les réseaux sociaux. Qu'a décidé la Cour de cassation concernant des propos injurieux diffusés dans le cadre d'un groupe privé sur Facebook, groupe qui était restreint à 14 personnes. Alors ça, c'est une question assez intéressante posée à la Cour de cassation. C'est quelque chose qui fait débat depuis très longtemps. Quand j'étais à la fac, c'était les débuts un petit peu de Facebook et la question se posait énormément. Et la Cour de cassation, à l'époque, avait opéré un système qui disait, grosso modo, dans certains cas, c'était justifié, dans d'autres, ça ne l'était pas. Mais cette société Facebook ayant évolué, la jurisprudence ne marchait plus. Donc, il y a eu tout un tas de choses, de questions qui se sont posées, tant au niveau de la liberté d'expression que de validité de la preuve. C'est quelque chose qui est très important parce qu'on est devant une juridiction civile. Ça veut dire qu'on ne peut pas apporter de preuves dites déloyales. On ne peut pas apporter une preuve obtenue par fraude, contrairement à une juridiction pénale où on s'en fiche un petit peu d'où provient la preuve. Là, dans cette affaire, certes, il y a un problème de preuve parce que est-ce qu'on est sur une preuve qui est atteinte à la vie privée vu qu'on est sur un groupe restreint, mais également, est-ce qu'on a un dépassement de l'abus de la liberté d'expression? Dans cette affaire, le 12 septembre 2018, la Cour de cassation a répondu non. Le licenciement a été injustifié. Dans cette affaire, en fait, il y avait des propos dénigrants tenus contre l'employeur sur ce fameux groupe fermé de 14 personnes et la Cour a estimé que ce groupe fermé de 14 personnes avait un caractère privé. C'est-à-dire que ça reste de la liberté d'expression et des messages à caractère personnel qui ne peuvent pas être utilisés par l'employeur pour sanctionner. Et donc, dans la mesure où ces propos étaient accessibles qu'à des personnes peu nombreuses, relevant du cadre privé, il ne pouvait pas y avoir de sanctions. Ce chiffre de 14 personnes, il ne faut pas le prendre comme un chiffre officiel. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Je ne sais pas combien il y avait de salariés dans l'entreprise, mais si vous avez 1000 salariés à un groupe de 14 personnes, ça ne posera pas de problème. Si on était dans une société de 20 salariés avec 14 personnes, la solution aurait été totalement inverse et la justice aurait estimé que ça aurait eu un caractère public parce que ça aurait été accessible à un grand nombre de salariés de l'entreprise. Donc là, c'est une affaire un petit peu particulière, mais il faut vraiment proportionner le nombre de personnes qui sont sur le groupe Facebook et le nombre de salariés dans l'entreprise ou dans le service. Donc, licenciement validé, mais avec des grosses pincettes parce qu'on ne peut pas appliquer telle quelle cette décision à n'importe quelle entreprise. Merci beaucoup. Et effectivement, tous ces problèmes de liberté d'expression sont souvent à chaque fois très délicates à observer. Attention avec Internet, hein, ça peut aller très très vite. Oui, oui, sur les réseaux sociaux particulièrement. Alors, là, il s'agissait de propos critiquant un projet. Donc, ces propos ont été tenus dans un message destiné à des salariés et des représentants syndicaux à propos de la négociation d'un accord collectif pour défendre des droits susceptibles d'être remis en cause. Là aussi, le salarié a été licencié. Qu'en a pensé la Cour de cassation? Alors, la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mai 2016, a déclaré ce licenciement injustifié au motif que les propos qui avaient été tenus étaient à destination des salariés et des représentants syndicaux pour la négociation d'un accord collectif pour défendre des droits susceptibles d'être remis en cause. Donc, dans ce cadre très précis, on était en fait dans une histoire de défense de droits pouvant être mis en cause. Donc, la Cour de cassation a estimé qu'il n'y avait pas d'abus de la liberté d'expression vraiment parce qu'on était vraiment dans un cas très particulier de négociation d'un accord. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, c'est que la Cour précise même que même si ces termes, en d'autres circonstances, auraient pu revêtir une forme injurieuse ou excessive, ce serait quand même passé.
C'est un cas très particulier. Négociation d'accord, c'était uniquement un objectif de défense de droits susceptibles d'être mis en cause et rien d'autre. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, un dernier petit exemple. Alors, au cours d'une réunion d'expression collective des salariés, un salarié a remis en cause les directives de sa supérieure hiérarchique en présence de sa direction et de nombreux salariés de l'entreprise. Et ça a même eu pour conséquence d'altérer la santé de sa supérieure hiérarchique. Alors, le licenciement a-t-il été validé par la justice ou pas? Est-ce que c'est la liberté d'expression qui est gagnée dans ce cas? Et bien là aussi, oui. C'est dans un arrêt du 21 septembre 2022 où la Chambre sociale a invalidé un licenciement dans une affaire similaire. Et dans ces cas-là, mais uniquement à partir du moment où ce droit de critique reposait sur des faits objectifs et que la formulation utilisée par le salarié n'excédait pas ce qui était raisonnablement acceptable. Avoir un droit de critique, oui, sans problème, dès lors qu'on repose cela sur des faits, et évidemment sans que ce soit, je ne vais pas dire les termes, mais tout un flot d'injures parce qu'il y aurait un désaccord sur tel ou tel point. Là, évidemment, la solution aurait été tout autre dans un tel cas. Effectivement. Merci encore pour toutes ces analyses de jurisprudence qui sont sur le sujet particulièrement précieuses, puisque comme on a pu le voir, le Code du travail ne dit pas grand-chose sur le sujet et c'est surtout la jurisprudence qui fixe les règles. Exactement. Alors, parlons maintenant de l'obligation de confidentialité. Donc, en quoi les élus sont-ils soumis particulièrement à une obligation de confidentialité? Alors, les élus sont soumis à une obligation de confidentialité sur 2 points essentiellement. Le premier point, c'est un ensemble de textes qui vont imposer que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion sur les procédés de fabrication, sur les éléments obtenus dans le cadre du déclenchement d'un droit d'alerte économique, sur un certain nombre d'informations comptables qui peuvent être fournies par l'employeur, et également sur la vie privée des salariés et des membres de la direction. Ça, c'est vraiment une obligation, on va dire, commune. On ne peut pas révéler des faits de la vie privée de quiconque en dehors du droit à l'information qui, là, est réservé plutôt à la presse. Ce qui ne sera pas le cas dans la vie de l'entreprise. Ça va être le premier point. On a vraiment une obligation qui va être générale. Il y a une deuxième règle sur cette confidentialité qui doit reposer sur 2 éléments cumulatifs. Sont également confidentiels, donc tout ce qui va présenter un caractère confidentiel et qui sont présentés comme tels par l'employeur. Donc si l'employeur vous remet un document et dit « ça c'est confidentiel », ça veut dire que c'est confidentiel. Et donc on ne peut pas rendre ce type de document public, que ce soit à l'égard des salariés ou à l'égard du grand public, ce qui pourrait arriver pour X ou Y raison, une grève par exemple. Très bien, merci beaucoup. Et justement, alors quelles sont les limites de cette obligation de confidentialité? Parce que ça, dans la vie d'un élu, on se retrouve souvent un peu coincé à ce sujet-là. Effectivement, les limites à l'obligation de la sécurité, ça va essentiellement reposer sur l'abus de la part de l'employeur sur la notion de confidentialité. Alors ça, on le verra un petit peu plus tard, mais un employeur ne peut pas mettre sur tout ce qu'il donne aux membres du CSE, ne peut pas poser une obligation de confidentialité sur tout, parce que certains éléments ne sont absolument pas confidentiels. Par exemple, des informations qui seraient déjà connues de la part de tous les salariés de l'entreprise ne peuvent évidemment pas être confidentielles. Tout comme un élément où la divulgation de cet élément ne
pourrait pas causer de préjudice à l'entreprise n'est pas non plus confidentiel. Donc, il y a quand même certaines limites. Par contre, ça va être une petite parenthèse que je vais faire sur ce point. Il faut aussi faire attention au niveau de cette obligation de discrétion, de ne pas tout mélanger, de ne pas forcément tout dire publiquement aux autres salariés si l'employeur ne pose pas son obligation de discrétion. Je vous donne un exemple. Ça va être ce qu'on voit souvent au niveau des conversations un petit peu off. Des conversations un petit peu off faites par l'employeur à des membres du CSE ne doivent pas forcément se retrouver un petit peu sur la place publique parce qu'il risque d'y avoir une cassure au niveau de la relation de confiance. Surtout que ces conversations peuvent viser certains sujets très particuliers qui pourraient être évoqués un petit peu plus tard et qui pourraient être couverts par la confidentialité plus tard. Ça peut être tout un tas d'éléments qui sont pas forcément confidentiels, mais pourraient créer des tensions dans l'entreprise. Alors, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais conversation complètement off pendant une pause où l'employeur dit il y a un tel qui j'ai un peu l'impression qu'il fait pas grand chose en télétravail par exemple. Aller dire ça à un salarié va forcément mettre une ambiance délétère au niveau des relations avec lui. Donc ça n'est pas forcément utile d'aller dire certaines choses qui pourraient aggraver un problème. Donc il faut toujours faire attention avec cette obligation de discrétion. Certaines choses ne sont pas couvertes, mais c'est pas pour autant qu'il faut en parler. Il faut toujours un petit peu peser le pour et le contre pour ne pas casser une relation de confiance qui pourrait exister, si elle existe évidemment. Oui, effectivement, c'est toujours c'est l'aspect vraiment délicat de la fonction. Enfin, l'un des aspects délicats de la fonction. Il y en a d'autres. Et alors, donc comment évaluer en fait si une information présentée au CSE est réellement confidentielle? Parce qu'effectivement, certains employeurs, je me souviens de certaines réunions de comité groupe dans un précédent mandat, donc dans une précédente entreprise où tous les documents étaient mentionnés comme confidentiels. Ça limite beaucoup l'expression des élus. Effectivement, et là en fait c'est un peu le problème de ce devoir de confidentialité, de ces informations présentées comme confidentielles, c'est que le Code du travail tout simplement il ne précise pas ce qui est une information confidentielle. Et on a assez peu de jurisprudence parce que il faudrait quand même que des affaires aillent au moins jusqu'à des cours d'appel, au mieux jusqu'à la Cour de cassation, pour avoir vraiment un avis des juges sur ces questions. Et déjà qu'il y a assez peu d'affaires en réalité, il y en a encore moins qui arrivent jusqu'à ces cours. Donc, on a beaucoup un petit peu de jurisprudence et surtout beaucoup de doctrine sur ce type de choses. Donc, la doctrine va surtout être sortie par tout ce qui va être enseignant-chercheur en droit ou des rédacteurs d'un certain nombre de revues spécialisées. Donc, on va avoir grosso modo quelque chose qui fait un peu l'unanimité. Par exemple, une information ne peut pas être considérée comme confidentielle si elle est déjà largement connue du grand public ou des salariés de l'entreprise. Ça, évidemment, ça n'est pas quelque chose sur lequel on peut dire c'est confidentiel parce que tout le monde est déjà au courant. On va également avoir, par exemple, une information ne peut être confidentielle que si sa divulgation est de nature à nuire à l'intérêt de l'entreprise. Une étude de marché extrêmement importante, par exemple, évidemment, si elle est rendue publique, ça peut donner des informations des concurrents. Ça peut donc nuire à l'entreprise. Donc là, effectivement, on serait sur une information qui clairement serait confidentielle et la confidentialité est totalement justifiée. Tout comme des projets sur des nouveaux produits. Ça, c'est vraiment quelque chose de confidentiel. Mais à l'inverse, une information relative, par exemple, à d'éventuels licenciements collectifs ou à une éventuelle compression d'effectifs, on estime que c'est un petit peu moins confidentiel. Alors la source de tout ça, c'est assez ancien. Ce sont des débats parlementaires qui avaient eu lieu au Sénat en 1966, donc c'est plus forcément très récent. À l'époque, lors de ces débats, ce qui était mis en avant, c'était le fait que lorsque vous avez des risques de compression d'effectifs, c'est pas quelque chose qui va rester secret dans l'entreprise et ça va très vite se savoir. Donc c'est pour ça que sur ce point,
Il y a une confidentialité un petit peu moins. On a également au niveau des circulaires, ce qu'on peut ressortir de certaines circulaires très anciennes également des années 60, on peut avoir qu'une obligation de discrétion va essentiellement se justifier sur des projets plus que sur des résultats déjà acquis. Pourquoi ? Parce que des projets, ça peut attirer la concurrence, des résultats déjà acquis, bon, c'est vrai que ça dépend, mais la plupart des entreprises, par exemple, étant obligées de présenter leurs comptes, ce sont des choses qui ne sont pas confidentielles. On peut tous accéder au compte de beaucoup d'entreprises sur des sites type société.com ou autres, donc ce ne sont pas des choses qui sont confidentielles. Donc c'est vrai que la confidentialité va beaucoup plus en pratique se porter sur des projets que sur des résultats. En effet, moi, à mon sens, on devrait toujours nous présenter une date de péremption de la confidentialité, parce que souvent, il nous est demandé d'être discret et de garder le secret d'un projet, comme tu disais à l'instant, mais en attendant une communication officielle qui informerait l'ensemble des salariés. Et là, forcément, la notion de confidentialité tombe puisque tout le monde est informé. Exactement, ça répond comme ça à Denis qui avait posé la question. Et effectivement, il n'y a pas de texte de toute façon qui va imposer une date limite, mais de toute façon, la logique veut qu'il y ait forcément une date limite parce que ça finit toujours au bout d'un moment par se savoir. Tout à fait. Alors, comment faire donc maintenant si un employeur abuse vraiment de cela, de présenter quasiment toutes les informations comme étant confidentielles. Que faire pour sanctionner l'employeur qui abuserait ? Alors, dans un premier temps, il faut rappeler la règle et rester dans la discussion, on va dire, courtoise. Donc, rappeler à l'employeur que certaines choses sont confidentielles et n'ont pas d'intérêt à l'être. Pour X ou Y raison, hein, notamment pour permettre aux salariés de connaître un petit peu les évolutions ou ce qui va se passer dans l'entreprise. Donc, c'est toujours, dans un premier temps, il faut essayer de rappeler la règle. Ce qu'il faut savoir, c'est que légalement, il n'y a pas grand-chose là-dessus. Il n'y a pas grand-chose et on repart encore en arrière dans les années 60 parce que beaucoup de ces choses-là datent des années 60. C'est une circulaire du 1er septembre 1967 qui précise, qui recommande aux employeurs de ne pas abuser de cette confidentialité et de ne pas recourir donc abusivement à cette obligation. L'administration a plusieurs fois rappelé ce principe et a d'ailleurs rappelé dans une circulaire un peu plus récente en 2014 qu'il fallait que, dès lors qu'on disait qu'une information était confidentielle, il fallait que la divulgation de cette information soit de nature à porter préjudice à l'entreprise, ne soit pas connue du grand public. Donc l'administration rappelle quand même ces principes, mais ça n'est issu que sur des circulaires, donc c'est vraiment en fait ordre fait aux inspections du travail de rappeler cette règle. Ce n'est pas une règle gravée dans le marbre, comme pourrait l'être une loi. La circulaire, c'est quand même tout en bas de la hiérarchie des normes. Donc, ça n'est pas... on peut quand même se reposer là-dessus, hein, sur ces textes, mais ce n'est pas non plus forcément ce qu'il y a de mieux. Donc, dans ces cas-là, il faut essayer de discuter. Pourquoi pas saisir l'inspection du travail, qui a aussi un rôle de médiation. Il ne faut pas l'oublier, ce rôle de médiation qui peut permettre à l'employeur de rappeler un petit peu comment les choses se passent. Pourquoi pas saisir le juge ? Le juge, quand un dossier lui est présenté, doit trancher le litige au risque de commettre un déni de justice. Donc, il est obligé de trancher. Et il devra s'appuyer notamment sur ces circulaires, parce que c'est tout ce qu'il y a pour pouvoir trancher ce type de litige. Donc, c'est possible. Ça reste quand même assez extrême, ce type de solution, mais c'est possible. La seule jurisprudence que j'ai trouvée sur ce point, elle date de 2014. Alors, rien à voir avec une obligation de lever la confidentialité, mais dans cet arrêt, la Chambre sociale a précisé que lorsqu'il y avait une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité dans la préparation des réunions à cause de cette obligation, de l'abus de l'obligation de discrétion, la procédure de consultation devait repartir à zéro. Donc les juges, il y a très peu d'affaires, mais les juges, évidemment,
sont en capacité de sanctionner indirectement l'employeur en l'obligeant à tout recommencer. Merci beaucoup, Kevin. Je vois que l'heure file à toute allure. Il nous reste encore quelques questions à voir ensemble. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement quels éléments, du coup, ne peut-on pas transmettre aux salariés, que ce soit par voie d'affichage ou dans un tract? Alors, tout ce qui est dit confidentiel, bien évidemment, comme on l'a vu. Et également, il faut y rajouter tout ce qui est problématique lié à la diffamation. Donc attention, lorsqu'on importe des informations, il faut s'assurer qu'elles soient véridiques. Pour information, la diffamation, lorsqu'on se fait attaquer pour diffamation, il faut démontrer que l'information qu'on a donnée est vraie. C'est pas la personne qui attaque de prouver que vous avez raconté n'importe quoi. C'est toujours la personne qui donne l'information qui doit démontrer qu'il n'y a pas de diffamation. Et également, un petit point d'alerte sur le droit d'auteur, on n'utilise pas des choses qui sont couvertes par la propriété intellectuelle dans des tracts, dans des affichages sur l'autorisation de l'auteur. Que ce soit des choses grand public, des illustrations de bandes dessinées, des photographies trouvées sur Internet, parfois même le logo de l'entreprise peut être couvert. Donc attention au respect du droit d'auteur. Merci beaucoup. Alors, nous allons aborder la thématique des lanceurs d'alerte. Pardon, j'avais oublié de changer de slide. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est un lanceur d'alerte? Alors, très simple, un lanceur d'alerte, il faut réunir plusieurs éléments. Le premier, c'est d'être une personne physique, comme vous et moi, pas une personne morale. Il faut signaler ou divulguer sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit ou une menace portée à l'intérêt général, ou une violation, ou une dissimulation, ou une violation d'un engagement international. Donc, en fait, ça reste encadré. Il faut vraiment faire ça de façon désintéressée et dénoncer de bonne foi quelque chose qui va vraiment porter sur tout un tas de choses, crime, délit forcément, ce qui peut porter un préjudice à l'intérêt général, menace environnementale par exemple, une violation, une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international, c'est très à la mode. En ce moment, on peut citer par exemple des entreprises qui contourneraient les sanctions européennes pour vendre des marchandises à la Russie malgré les sanctions internationales en passant par des pays tiers. C'est ce genre de choses qui est couvert par la protection des lanceurs d'alerte. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est, comme tu le dis, assez à la mode en ce moment. Oui. Alors, le lanceur d'alerte est-il protégé contre le licenciement, même si l'alerte qu'il a levée s'avérait infondée après analyse? Alors, le lanceur d'alerte, dès lors qu'il rentre dans la définition du lanceur d'alerte, est protégé contre tout un tas de mesures de représailles qui sont énumérées par la loi. Donc, il y a le licenciement, évidemment, mais ça peut être également tout ce qui est suspension, mise à pied, rétrogradation, transfert de fonction, suspension d'une formation, des évaluations de performance négatives, des discriminations, de la coercition, intimidation, etc., etc. La liste est très très longue, donc visible presque tout ce qui est mesures de représailles possibles et imaginables sont donc interdites à l'égard du lanceur d'alerte. Concernant un lanceur d'alerte qui aurait révélé des faits qui se seraient avérés infondés, alors on va distinguer. Théoriquement, s'il donne des faits qui sont faux, il est également protégé, sauf dans un cas, c'est s'il était de mauvaise foi. Si évidemment il dénonce des faits qui sont totalement faux en totale mauvaise foi, il ne bénéficie pas de la protection due au lanceur d'alerte. Oui, le droit est souvent une affaire de logique et de bon sens et ça se vérifie encore une fois. Exactement. Et là, ça peut même aller jusqu'à la faute lourde, parce qu'on est sur une intention de nuire à l'entreprise. Alors, certaines entreprises ont l'obligation de mettre en place un dispositif lanceur d'alerte. Quelles sont-elles? Alors, les entreprises qui ont l'obligation de le faire, ce sont toutes les entreprises de plus de 50 salariés
et il faut que ce seuil de 50 soit franchi sur la clôture de 2 exercices consécutifs, donc 2 années de suite. Il faut dépasser le seuil des 50 salariés pour mettre en place un dispositif de lanceur d'alerte. Ce dispositif de lanceur d'alerte, on le trouve dans le règlement intérieur la plupart du temps. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, à la suite du décret du 3 octobre 2022, beaucoup d'entreprises ont dû modifier leur règlement intérieur pour intégrer ce dispositif. Merci beaucoup, Kevin. Alors, on va avoir le temps de prendre peut-être 1 ou 2 questions parce que le temps a filé vraiment très, très vite. Mais avant, donc petite réponse à notre sondage concernant une autre jurisprudence. Donc, je vous rappelle la question. Une salariée qui critiquait de manière polémique un accord d'entreprise et qui refusait de l'appliquer a été licenciée. Elle conteste son licenciement, faisant valoir sa liberté d'expression. Que décide la Cour de cassation? Eh bien, dans ce cas-là, la Cour de cassation a décidé qu'il s'agissait d'un licenciement injustifié dans un arrêt du 11 octobre 2023. Alors, quand on parle d'injustifié, le terme n'est pas forcément le plus exact. On est vraiment sur un licenciement nul. La nullité, c'est la sanction la plus grave qu'on va avoir en droit civil et on en revient à nos fameuses libertés fondamentales. Toute atteinte à une liberté fondamentale va entraîner, en règle générale, une nullité, ce qui coûte très cher pour l'employeur et ça peut se compter en années de salaire. On n'est plus sur les barèmes Macron dans le cadre d'une nullité. Donc là, dans ces cas-là, les juges ont estimé en fait que l'employeur ne caractérisait pas en quoi les propos tenus par la salariée comportaient des termes injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il ne suffit pas de dire que c'est diffamatoire, que c'est injurieux ou que c'est excessif, il faut le démontrer. Et c'est pour ça que l'employeur a été condamné dans cette affaire. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de prendre une question. Il y a une question qui te paraît plus rapide pour y répondre? Alors, hop, je reviens de suite dessus. Alors, je reprends de tout en bas. Donc, que faire lorsque le gérant-directeur refuse toute négociation partant du principe qui est le directeur? Alors, on est vraiment sur de la négociation. Il y a une obligation de négociation. Sinon, il y a des sanctions pénales qui peuvent être posées contre l'employeur. Donc, il faut obligatoirement négocier de bonne foi. Il ne faut pas dire « je négocie » pour ne pas entendre et m'en laver les mains et ensuite dire « il n'y a rien ». Il faut qu'il y ait une négociation. Après, la négociation peut échouer. Et dans ce cas, l'employeur prendra de façon unilatérale les mesures qu'il devra présenter au CSE. Le CSE sera informé pour avis. Pas forcément plus son mot à dire. Il peut toujours y avoir une tentative de négociation encore. Mais il prendra ces mesures de façon totalement unilatérale. Donc, il y a une obligation de négocier là-dessus. Effectivement, tu l'avais effectivement dit au cours de cette conférence. Alors, concernant vos autres questions, nous les enverrons à nos juristes qui pourront vous répondre là par manque de temps. Et n'hésitez pas, Mylène, je vous ai envoyé donc un lien qui vous permet de poser votre première question gratuitement à nos juristes afin de tester notre service. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce lien que Mylène vous a transmis, je pense, à plusieurs reprises. Alors, pour aller plus loin, nous avons également chez Jury Travail donc, un dossier complet sur le sujet, donc sur la confidentialité du CSE. Et comme je vous expliquais auparavant, donc Jury Travail vous met à disposition également des modèles de lettres qui permettent de gagner énormément de temps et de respecter le cadre légal, notamment une lettre qui permet de demander à l'inspection du travail de constater un délit d'entrave. Donc, je vous rappelle nos abonnements, nos solutions d'accompagnement juridique qui sont essentielles pour les élus de CSE que nous sommes parce que nous
Nous ne sommes qu'assez rarement juristes. Internet ne répond pas à tout. Il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses pas à jour. J'ai pour habitude de dire, chez le médecin, on ne regarde pas sur Doctissimo, on évite en règle générale. N'oubliez pas que ça peut être financé sur votre budget de fonctionnement, donc n'hésitez pas à nous contacter, c'est pas forcément très coûteux. Tout à fait. Et n'hésitez pas, donc encore une fois, à tester nos solutions en appelant les juristes. Je vous informe également des prochaines webconférences. Donc, il y en a une qui a lieu dans 2 jours sur les obligations de l'employeur en matière de qualité de vie et de conditions de travail. Et la prochaine webconférence destinée aux élus de CSE et aux délégués syndicaux va traiter d'un sujet assez délicat pour nous, à savoir l'assistance d'un salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à l'une ou l'autre de ces webconférences. Enfin, chez Jury Travail, nous attachons beaucoup d'importance à l'avis de nos clients pour nous améliorer. Vous pouvez également nous proposer des thématiques de webconférences. Et puis, vous dire si ça vous a plu, ça nous fait plaisir également. Donc, n'hésitez pas, Mylène vient de vous envoyer également le lien qui vous permet de le faire. Merci Mylène d'avoir animé le chat. Merci beaucoup Kevin d'avoir animé cette webconférence avec moi. Et puis merci à toutes et à tous d'être venus nombreux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine webconférence. À bientôt. Au revoir à tous.